Bon, on attaque tout de suite notre décryptage d'aujourd'hui avec un monument absolu. On parle d'une œuvre qui a littéralement redéfini la littérature du XXe siècle, le célèbre roman d'Albert Camus, sorti en 1942. C'est une plongée fascinante dans une histoire qui, même encore aujourd'hui, vient bousculer la nature de notre existence, le poids écrasant des conventions sociales et notre quête souvent désespérée de sens. D'ailleurs, c'est une œuvre fondatrice qui a grandement pesé dans la balance pour le prix Nobel de l'auteur. Alors, posons immédiatement le décor d'un récit où le plus grand crime n'est au final peut-être pas du tout celui que l'on croit. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Waouh, c'est l'une des phrases d'ouverture les plus célèbres, n'est-ce pas? Le ton est donné instantanément. Ça capte l'attention et ça illustre d'emblée ce détachement radical, presque glaçant, du protagoniste, Meursault. Avec ce style qu'on appelle souvent l'écriture blanche, c'est-à-dire des phrases courtes, ultra factuelles, sans aucune fioriture, on a droit à une observation clinique des faits. Il n'y a pas les larmes qu'on attendrait, il n'y a pas de grands discours lyriques sur le deuil, non, juste une honnêteté brutale face à l'inconnu du temps qui passe. Et c'est exactement là que se trouve le grand paradoxe de toute cette histoire. Comment est-ce que la machine judiciaire et la société en général peuvent-elles broyer un individu et le condamner à mort, moins pour l'acte de violence physique qu'il a réellement commis que pour son refus catégorique de montrer les émotions qu'on exige de lui? C'est le cœur de l'attention de cette œuvre. On a affaire à un homme qui est jugé pour son comportement pendant un enterrement, bien plus que pour avoir tué un autre homme. C'est un truc de fou, non? Au programme, pour comprendre tout ça, on commencera par l'énigme de Monsieur Meursault, puis la genèse de l'homme absurde. Ensuite, on parlera du meurtre et du soleil, on analysera le procès de l'authenticité et on terminera avec la liberté face à l'absurde. Première partie, donc, l'énigme de Monsieur Meursault. Regardons un peu cette chronologie, parce que c'est hyper important de voir comment tout bascule d'une banalité absolue à la tragédie. Un vendredi, la mère est enterrée. Bon. Mais dès le samedi, hop, une liaison commence avec Marie, avec au passage une petite soirée au cinéma pour voir un film comique. Le lundi, l'engrenage fatal s'enclenche quand il aide son voisin, Raynon, à piéger sa maîtresse. Et quelques jours plus tard, c'est le drame. Le meurtre sur la plage. La vie de Meursault part en vrille à une vitesse vertigineuse. Et le plus dingue, c'est que pendant tout ce temps, il reste un observateur totalement passif, comme s'il glissait sur sa propre existence sans s'y accrocher. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la genèse de l'homme absurde. Alors, c'est quoi exactement l'absurde? C'est le concept central de la pensée de Camus, qu'il a d'ailleurs publié en même temps dans son essai Le mythe de Sisyphe. C'est vraiment la lentille qu'il nous faut pour décrypter cette histoire. En gros, l'être humain cherche désespérément une logique, une morale universelle, une raison de vivre. Mais face à cette soif immense de sens, l'univers, lui, ne renvoie qu'un silence assourdissant, une indifférence totale. L'étranger, c'est tout simplement la mise en récit de cette fracture monumentale entre l'homme et le monde. Du coup, l'attitude de Meursault qu'on perçoit si souvent comme un cynisme glacial, eh bien en réalité, c'est une forme d'authenticité radicale. Il refuse, mais alors catégoriquement, de mentir ou de jouer le jeu des conventions sociales. Quand Marie lui demande s'il l'aime et s'il veut l'épouser, il lui sort avec une franchise totalement désarmante que cela lui est égal, que le mot amour ne veut rien dire. Il s'accroche à la vérité du moment, la chaleur de la plage, la mer, le désir physique. Il n'est pas immoral, c'est-à-dire qu'il ne cherche absolument pas à faire le mal, il est plutôt amoral. Il évolue complètement en dehors des règles que la société a inventées. Troisième partie, le meurtre et le soleil. Là, les découvertes de l'universitaire René Abriane sont vraiment frappantes. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Le mot « soleil » apparaît 43 fois dans le texte, « ciel » 31 fois et « lumière » 17 fois. Grâce à cette analyse stylistique, on pige très vite que le soleil, ce n'est pas juste un joli décor méditerranéen, pour faire joli, pas du tout. C'est une véritable force agissante. C'est omniprésent, c'est hostile, et ça vient surcharger les sens de notre protagoniste jusqu'à l'explosion. Et l'intellectuel Roland Barthes pousse l'observation encore plus loin. Lors de cette fameuse scène décisive sur la plage, la chaleur est décrite comme tellement intense qu'elle liquéfie l'esprit, tout en durcissant la matière autour de Meursault. La sueur l'aveugle complètement, l'air devient épais, étouffant. Et quand la lumière tape sur la lame du couteau de l'arabe, ce reflet, ça le frappe physiquement, comme un coup. L'environnement tout entier devient une arme. C'est une pression intolérable qui le pousse à un acte où la pensée rationnelle n'existe plus. Et puis, il y a ce chiffre, 4. Il résonne très lourdement dans le récit. Parce qu'après un premier tir, qui est presque un accident provoqué par la brûlure du soleil et la sueur sur ses cils, Meursault tire encore 4 coups de feu supplémentaires sur le corps inerte. Pourquoi ? Eh bien, dans la logique narrative, c'est une réaction totalement impulsive à cette chaleur écrasante, c'est un réflexe presque animal. Pour briser la tension de cette lumière devenue agressive, comme il le dit lui-même, c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Ce ne sont absolument pas les tirs d'un assassin de sang-froid, mais bien ceux d'un homme littéralement pris au piège par son environnement. On passe à la 4e partie, le procès de l'authenticité.
Alors là, on touche le fond de la contradiction. C'est totalement absurde. D'un côté, on a les faits. Un homme a été tué sur une plage. De l'autre côté, on a la véritable obsession du tribunal. Les témoins défilent à la barre, non pas pour raconter l'altercation, mais pour s'indigner du fait que l'accusé a bu un café au lait, qu'il a osé fumer une cigarette devant le cercueil de sa mère, ou encore pire, qu'il est allé voir un film comique le lendemain. Le procès est complètement détourné. On oublie presque le meurtre pour faire le procès d'un comportement social qui refuse les faux-semblants. Et le procureur n'y va pas de main morte. Son réquisitoire est d'une violence inouïe. Il utilise justement cette honnêteté brutale de l'accusé comme la preuve absolue de sa culpabilité. En refusant de feindre la tristesse qu'on attend de lui, Meursault menace l'ordre moral rassurant de toute la communauté. Du coup, on le dépeint comme un monstre, un être insensible, un véritable étranger à l'humanité. En fin de compte, on exige la guillotine non pas pour punir une perte de vie humaine, mais pour éradiquer un individu dont l'authenticité est tellement pure qu'elle en devient terrifiante pour la société. Enfin, 5e et dernière partie, la liberté face à l'absurde. C'est fondamental de retracer ce qui se passe à la toute fin, ce cheminement intérieur qui mène à la véritable liberté. Meursault est dans sa cellule, la guillotine l'attend. L'aumônier entre et essaie de lui imposer l'espoir d'une vie après la mort, d'un salut divin. Et là, c'est l'explosion. Meursault rejette tout, viscéralement. Il refuse cette ultime illusion de toutes ses forces. Et de cette révolte naît une clarté incroyable. Il comprend que toutes les existences se valent, puisque de toute façon, le point d'arrivée est exactement le même pour tout le monde. En acceptant que la mort est inéluctable, sans chercher de magie ou de porte de sortie, sa libération devient absolue. Ce parcours incroyable aboutit à cette réalisation finale et à cette phrase magnifique, la tendre indifférence du monde. L'homme absurde trouve enfin la paix là-dedans. Il réalise que l'univers n'a pas de grand plan caché, qu'il ne juge personne et que, pour être franc, il s'en fiche complètement. Ironiquement, c'est en acceptant ce vide cosmique total que son âme se libère de l'angoisse. Il se sent même profondément heureux. Il espère d'ailleurs qu'il y aura plein de monde pour crier des insultes le jour de son exécution, pour vraiment consumer sa rupture définitive avec ce monde rempli d'illusions. Alors, pour conclure ce décryptage, on reste sur cette question qui a de quoi nous faire tous un peu gamberger. Les structures sociales, nos mensonges polis, les émotions qu'on nous commande de ressentir, est-ce que ce sont juste des barrières bien confortables qu'on a érigées pour cacher un vide terrifiant ? La grande leçon de cette œuvre, c'est peut-être que la seule manière de vivre vraiment, authentiquement, c'est d'embrasser ce silence de l'univers, sans reculer, sans se cacher derrière de fausses illusions. L'homme absurde ne se résigne jamais, il regarde la réalité bien en face. Et c'est là, pour le coup, que se trouve sa plus belle, sa plus grande liberté.